À propos de la Comédie Française de Martin Darondeau et Bertrand Huskla, ou comment réduire la maison de Molière à un théâtre de poche. Alors, il faut commencer tout d'abord par reconnaître une réussite. De la Comédie Française est un film généreux, drôle, vif, remarquablement interprété, et il possède cette qualité devenue rare de donner envie d'ouvrir une porte. Celle, évidemment, de la salle Richelieu, bien sûr, mais plus largement celle d'une institution que beaucoup imaginent encore intimidante, réservée à quelques initiés. Les réalisateurs accomplissent ici un tour de force, rendre familière cette illustre maison qui a 346 ans. Le film, c'est un succès, on en ressort avec le sentiment d'avoir passé un bon moment en compagnie d'une troupe d'acteurs qui sait rire d'elle-même. Et pourtant, en sortant de la salle, une image ne cessait de me poursuivre. J'avais l'impression que la Comédie Française était devenue un théâtre de poche. Cette expression m'est venue immédiatement, avant toute réflexion. Je l'ai d'abord accueillie comme une simple impression, puis elle s'est imposée comme la véritable question que me laissait le film. Ce théâtre de poche n'est évidemment pas un petit théâtre. C'est une manière de rendre la maison de Molière immédiatement accessible, presque transportable, comme ces objets que nous glissons aujourd'hui dans nos poches, notre téléphone, pour ne pas dire notre smartphone, iPhone, notre bibliothèque, notre musique, notre mémoire, nos conversations. Et en 1h15, nous avons l'impression d'avoir pénétré les coulisses du français, d'en connaître les codes, les habitudes, les acteurs. Nous avons vu, nous savons, nous pouvons en parler. Mais que gagne-t-on à cette proximité ? Et surtout, que risque-t-on d'y perdre ? C'est là précisément que commence, selon moi, l'intérêt du film. Il ne se contente pas de divertir, il ouvre, outre cette porte, et c'est déjà beaucoup, il ouvre peut-être malgré lui une réflexion plus vaste sur notre manière d'aborder l'art et le théâtre aujourd'hui. J'attendais ce film, disons, avec impatience. Parce que cette maison, ce qu'elle représente, appartient, en toute proportion gardée, à un peu de mon histoire. Très peu. Mais élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, j'ai eu l'occasion d'approcher la Comédie Française lors d'une audition pour La Thébaïde de Jean Racine, mise en scène par Yanis Kokos en 1996. Ça date un peu. Alors j'étais tellement heureux de me dire alors que je pouvais y entrer dans cette grande maison et jouer aux côtés de Catherine Samy, par exemple. Nous n'étions plus que 2 en liste. Le destin voulut que ce soit Alexandre Pavlov, excellent interprète par ailleurs et depuis lors membre de cette troupe. Pour ma part, quelques semaines plus tard, on me proposait de jouer le personnage d'Hamlet au Théâtre de Lille, un centre dramatique national. Et donc, je ne vois là ni une occasion manquée, ni un regret. Le théâtre distribue rarement des récompenses, sauf peut-être les Molières, mais c'est une autre histoire. Il ouvre, le théâtre, simplement des chemins différents. Certains trouvent leur place dans une troupe permanente, d'autres construisent leur liberté ailleurs. Les 2 parcours ont leur noblesse. C'est donc, je dirais avec joie et envie que j'ai découvert ce film. Avec ce genre d'affection que l'on porte à une maison qui demeure, qu'on y entre ou non, un phare du théâtre en France. Le dispositif imaginé par Martin Darondeau et Bertrand Huskla, les réalisateurs, est très efficace. À quelques heures de la première de Macbeth, tout semble menacer la représentation. Une jeune metteuse en scène, Nina, excellente Pauline Clément, doit faire face à une succession de contretemps, d'angoisses, de conflits, tandis qu'une règle semble gouverner l'institution tout entière. Ici, on n'annule jamais. Eh bien, cette idée est magnifique. Elle dit à elle seule quelque chose de très profond sur le théâtre. Jouer malgré les circonstances. Jouer malgré les accidents. Jouer parce qu'un public s'est déplacé et vous attend. Tous ceux qui ont connu la scène savent qu'il existe là une forme de fidélité presque sacrée. On peut monter sur un plateau après un deuil, après une nuit blanche, dans la fatigue, la maladie ou l'inquiétude. Mais disons que le film ne fait qu'effleurer cette réalité. Il aurait peut-être pu en faire davantage qu'un ressort dramatique. Le théâtre commence souvent là où le quotidien s'arrête.
Les réalisateurs connaissent manifestement leur sujet. Les couloirs, les loges, le foyer, les circulations, l'entrée des artistes, tout sonne plutôt juste. Christian Eck campe un régisseur précis, discret, essentiel, comme avec son gimmick « Pourquoi ?» Et il répond à la suite. Guillaume Gallienne réussit une scène comique et kafkaïenne, où un simple badge devient l'instrument d'une absurdité administrative, et c'est parfaitement reconnaissable dans toute grande institution. Il faut également saluer l'élégance avec laquelle Éric Ruff traverse le film. L'ancien administrateur général de la Comédie Française apparaît presque au bas de l'échelle, dans un ascenseur, comme un homme parmi les autres. Sa discrétion est touchante, et ceux qui connaissent son parcours, nous étions dans la même promotion du CNSAD, savent qu'il est à la fois acteur, scénographe, metteur en scène, homme de troupe avant tout. Son apparition furtive dit peut-être davantage de la maison qu'un long discours. Au théâtre, la fonction importe moins que le service d'une œuvre commune. Florence Viala est tordante en costumière, Benjamin Laverne s'amuse visiblement à incarner un fantôme de Molière aussi cabotin qu'attachant. Mais c'est une autre présence qui m'a longtemps accompagné après la projection. Celle invisible de Denis Podalides. Bon, on ne le voit pas à l'écran, on l'entend seulement pendant le générique de fin. Et sa voix anime cette improbable radio Molière, donnant la réplique à Shakespeare dans un dialogue d'outre-tombe aussi absurde que savoureux. J'ai trouvé ce choix plus profond qu'il n'y paraît. Alors que tout le film montre les corps, les couloirs, les costumes, les répétitions, il s'achève sur une voix sans visage. Comme si au dernier instant, le théâtre rappelait qu'il demeure d'abord un art des ondes, c'est-à-dire un art de la parole. Cette radio imaginaire m'a fait penser, là aussi, toute proportion gardée, à Radio Londres. Une parole qui continue de circuler malgré l'absence, résistante malgré l'usure du temps. Là encore, quelque chose d'invisible surgit de ce théâtre filmé. Laurent Stocker, maintenant, apporte vraiment une présence singulière, faite d'humour, de son humour, de précision et aussi d'une humanité qui affleure constamment sous le jeu. Il y a notamment cette scène où son personnage découvre, à cause des retours et donc malgré lui, la trahison de celle qu'il aime. Jusque-là, le film court, enchaîne les situations, les portes claquent, les répliques fusent, et soudain, il y a la présence d'un regard. Les réalisateurs s'attardent une fraction de seconde de plus sur son visage défait, rien de trop appuyé. C'est peut-être le moment où le film s'approche de plus, selon moi, du théâtre. Lorsqu'un acteur n'a plus besoin de parler pour laisser apparaître une faille. Le théâtre n'est pas seulement affaire de mots ou de mouvements, il est aussi l'art de ce qui affleure dans le silence. J'y reviendrai. Le numéro des filles est impeccable, on regrette pourtant que l'excellente Marina Hans soit la volage de service, mais le cliché à la dent dure au théâtre. Et de même, on regrette aussi qu'une autre actrice soit une écervelée. Est-ce imaginable dans cette grande maison d'engager une actrice qui ne lit pas ses rôles et les pièces dans lesquelles elle est distribuée? Bref, quant à l'excellente Danielle Lebrun, j'allais oublier, elle est formidable, en camé. Autre cliché s'il en est, mais c'est le propre de la comédie de toujours grossir le trait, j'en conviens. Le film est construit comme un enchaînement, je dirais, astucieux de sketchs, une succession de situations comiques héritées autant du théâtre de boulevard que des formats courts qui ont fait connaître ses auteurs. Le rythme est soutenu, les dialogues efficaces, les comédiens excellents. Bon, ça fait rire, ou disons, pour ma part, sourire. Souvent. Mais peu à peu, une autre question s'imposait à moi. Pourquoi Macbeth? Alors, le fantôme de Molière la pose lui-même à Nina, si je ne m'abuse. Pourquoi cette tragédie? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi Macbeth? J'avoue honnêtement ne plus me souvenir de sa réponse. Peut-être parce que le film ne s'y attarde guère. Or, cette question est essentielle, elle fonde tout acte de mise en scène. Pourquoi choisir cette œuvre plutôt qu'une autre? Que dit Macbeth à notre époque? Qu'a voulu chercher Nina pendant des semaines de répétition? D'ailleurs, c'est ce que le régisseur Lumière lui renvoie constamment.
Le théâtre ne commence pas avec un plan de feu ou un changement de décor, il commence avec, disons, cette nécessité intérieure qui conduit un artiste vers un texte plutôt qu'un autre. À cet égard, une scène m'a particulièrement frappé. À 3 heures de la première, les discussions portent sur les lumières. Et les projecteurs, les réglages, les raccords deviennent un enjeu dramatique. C'est peut-être juste techniquement, je veux dire, mais, et encore j'en doute, surtout avec les équipes du Français, mais le film aurait pu gagner en cohérence à nous faire entendre ce qui précède la technique. Je veux dire la pensée, même légèrement. Là, c'est plutôt le vide. Pourquoi cette lumière? Que révèle-t-elle de Shakespeare? Quelle vision du pouvoir, de la nuit, de la culpabilité cherche-t-elle à faire naître? Et j'entends bien qu'avec mes remarques, on s'éloigne un peu de la comédie, évidemment. Le régisseur, lui, répond à Nina en professionnel. Mais la véritable réponse appartient à la metteuse en scène. Et cette réponse demeure ici totalement hors champ. C'est peut-être ce que je nommerais le premier invisible du film. On parle aujourd'hui volontiers de création. Ce mot me paraît toujours un peu excessif lorsqu'il s'agit du théâtre. Disons, aucun metteur en scène ne crée Macbeth. Shakespeare seul s'en est chargé. Une mise en scène tente plutôt modestement de révéler une possibilité contenue dans l'œuvre. Elle écoute, elle cherche, elle doute, elle se trompe, elle recommence, puis, quelquefois, quelque chose apparaît. Ce moment appartient moins à celui qui met en scène qu'au texte lui-même. Le théâtre exige, selon moi, cette humilité. Le fantôme de Molière aurait pu nous conduire vers cette profondeur. Son apparition est pourtant drôle. Benjamin Laverne s'avance grimé, un peu à la manière des Monty Python, moustache, postiche, costume reconnaissable. Il s'approche de son propre buste avec une jubilation communicative. La salle rit et c'est heureux. Molière aimait la farce autant que personne. Pourtant, en regardant cette scène, une autre pensée me traversait. Être dans la salle Richelieu, dans ce prestigieux bâtiment, y croiser le fauteuil de Molière, son buste, les lieux qu'il habite symboliquement, ce n'est pas seulement fréquenter des souvenirs, c'est éprouver une étrange proximité avec ceux qui ont précédé. Le théâtre est peut-être le seul art où les morts continuent de parler chaque soir par la voix des vivants. Cette chaîne invisible s'appelle, selon moi, la tradition. Elle ne relève pas de la nostalgie, elle est une manière de maintenir vivant ceux qui nous précèdent. Mais le film, et c'est son droit, choisit la désacralisation. Et il le fait avec talent. Mais encore une fois, il aurait gagné à laisser parler ou entrer, disons, un peu plus de mystère. Car avant d'être un matériau comique, Molière fut un homme qui consacra sa vie au théâtre jusqu'à l'épuisement, qui connut la maladie, les attaques, l'incompréhension, et dont la mort même dit quelque chose de la condition des acteurs, au moins de son temps. Derrière le masque, il y a toujours une vie offerte. C'est peut-être ce qui m'a marqué le plus, et ce qui m'a manqué le plus. Non pas davantage de gravité, mais, vous l'aurez compris, davantage d'invisible. Et c'est précisément parce que le film est réussi, drôle et populaire qu'il me semble ouvrir une question plus vaste encore. Comment rendre une institution accessible sans la réduire? Comment transmettre un héritage sans le miniaturiser? Comment faire entrer la maison de Molière dans notre époque sans qu'elle cesse d'être cette maison où, depuis plus de 3 siècles, les vivants viennent écouter parler les morts? Eh bien, c'est ce que le film ne montre pas, selon moi. C'est peut-être là que commence réellement ma réflexion. Ce que j'ai vu à l'écran semble juste, encore une fois, les couloirs, les loges, les rivalités, les imprévus, les rituels de la représentation, tout cela existe. Les réalisateurs connaissent leur sujet et le regardent avec, disons, une affection et une gourmandise.
Mais le théâtre ne se résume jamais à ce qui s'y voit. Le théâtre possède, disons, un envers. Il est fait d'un temps que le public ne verra pas, ne verra jamais. Lorsque le rideau se lève, l'essentiel pour les comédiens est déjà derrière eux. Des semaines, parfois des mois de lecture, de tâtonnement, de répétition, de silence, de découragement et de recommencement ont précédé cette heure de la représentation, ce fameux lever de rideau. Eh bien, rien de cela n'est spectaculaire. Pourtant, c'est là que naît le théâtre. Le film montre une première, mais jamais vraiment il nous laisse davantage deviner tout ce qui l'a rendu possible. On imagine souvent les répétitions comme une succession de déplacements, de placements ou de réglages techniques. Elles ressemblent en fait beaucoup moins à une mécanique qu'à une lente fermentation. Un acteur ne mémorise pas seulement un texte, il le met en bouche, il le mâche, il le porte avec lui. Il oublie parfois son texte pour mieux le retrouver. Les mots changent. Les mots changent de saveur selon les jours, selon les partenaires, selon la fatigue, selon l'humeur, selon la salle. Il arrive même qu'après plusieurs représentations, ou lors d'une reprise, un vers, un mot ou une réplique surgissent soudain comme si on l'entendait pour la première fois. Eh bien, ce n'est plus la mémoire qui travaille. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je crois que le théâtre avance ainsi. Moins, disons, par accumulation que par décantation. Cette lenteur est presque absente du film. Et, bon, moi je ne lui en fais pas le reproche. Les auteurs ont choisi le rythme de la comédie, celui des formats d'aujourd'hui, et l'on saisit une situation en quelques secondes. Leur cinéma procède par accélération, par rebond, par rupture, c'est sa force. Mais le théâtre, lui, le théâtre résiste fondamentalement à cette vitesse. Et il fait bien de résister encore un peu. Le théâtre demande, je dirais, une autre temporalité. Et j'ajouterais même une fidélité. C'est là toute sa différence. Il faut accepter de perdre du temps pour qu'un personnage finisse par nous rencontrer. Je dis bien nous rencontrer. Je ne crois pas qu'un acteur construise un rôle comme on fabriquerait un objet. Il y a dans ce travail une part qui échappe à la volonté. On peut chercher, travailler, recommencer, préparer toutes les conditions. On ne décide jamais du moment où quelque chose advient. Les anciens parlaient d'inspiration. Bon, le mot est peut-être démodé aujourd'hui, il n'en demeure pas moins juste. C'est pourquoi je me méfie toujours de certains mots au théâtre, tels que par exemple création ou créateur. Le metteur en scène ne crée pas Shakespeare, l'acteur ne crée pas Molière. Ils se mettent au service d'une œuvre qui les dépasse. Cette idée du service me ramène souvent à Antoine Vitez. Un théâtre élitaire pour tous. Mais en réalité, Vitez savait qu'il en était le passeur plus que l'inventeur. Héritier d'une pensée de Schiller, qu'il avait faite sienne. Ce qui me touche dans cette filiation, c'est précisément cette humilité. Les grandes idées du théâtre ne s'inventent pas toujours, elles se transmettent. Vitez les recevait, les éprouvait sur le plateau, puis les léguait à son tour. Moi, pour ma part, je m'en suis aperçu quand j'étais élève, quand j'écoutais Daniel Mesguich, mon professeur. Alors, outre son talent, sa verve, sa singularité, son intelligence, ce qui me plaisait souvent de découvrir dans son enseignement, eh bien, c'est cette part d'héritage de Vitez, comme celle de Debauche, ou même de Derrida. Eh bien, c'est peut-être cela, une tradition. Non pas conserver des cendres, mais faire circuler le feu. Être dépositaire plutôt que propriétaire. Et lorsqu'enfin un spectacle trouve sa forme, il me semble que chacun devrait s'effacer devant ce qui est apparu. Le théâtre est sans doute l'art le plus collectif qui soit, et il ne supporte ni les propriétaires,
ni même les vainqueurs. Il ne connaît que, je dirais, les serviteurs. C'est mon humble avis. Le film dit quelque chose de cette troupe, mais il dit moins de ce service. Pourtant, il affleure parfois. Je pense de nouveau à Laurent Stocker et ce très court instant où son personnage comprend qu'il est trompé. Les réalisateurs cessent alors de courir, ils laissent simplement le sujet et le temps passer sur un visage, défait, mais qui existe. Plus de texte, seulement un regard. Une blessure discrète, retenue, et l'on comprend soudain que cette douleur, même lorsqu'elle appartient à la fiction, vient peut-être rencontrer d'autres blessures plus anciennes, plus secrètes, que seul l'acteur connaît. Et c'est là, me semble-t-il, que commence le mystère de notre métier. Et son personnage s'avance, malgré sa peine, pour reprendre le jeu. Ça, c'est fort. Là, quelque chose est au travail, sur la scène du théâtre. Elle appartient au théâtre. Au théâtre, du moins que je connais, et que j'appelle encore de mes vœux. Nous ne jouons pas avec nos idées. Nous jouons avec notre vie. Pas notre vie intime qu'il faudrait exhiber, mais cette matière invisible que chaque existence dépose en nous. Les deuils, les joies, les défaites. J'ai perdu la page. J'ai perdu. Mais je vais la retrouver. Vous voyez, là c'est du théâtre. Je perds mon texte. Et donc je vais le retrouver. Je disais que chaque existence dépose en nous les deuils, les joies, les peurs, les élans, les renoncements, les fidélités, le mensonge, la tromperie. Vous avez vu qu'il s'est passé quelque chose là, quelque chose a ralenti. Ça creuse d'un coup, il y a une profondeur, peut-être. Bon, j'ose espérer. Bon bref, tout cela, les deuils, les joies, les peurs, tout cela nourrit un rôle, sans jamais s'y réduire. Le public ne voit que le personnage. L'acteur, lui, sait ce qu'il lui a fallu traverser pour lui donner un souffle. Et c'est pourquoi la vocation demeure un mot si important. Michel Bouquet me disait un jour que nous étions peu nombreux à la posséder vraiment. Je n'ai jamais oublié ce mot de vocation prononcé par la bouche d'un tel acteur. Non parce qu'il distinguerait les uns des autres, on s'en fout, mais parce qu'il rappelle que ce métier ne relève pas seulement d'un désir de réussite, il est et devient une manière d'habiter le monde. D'autres ajouteraient poétiquement. Dans la liste qui me pose problème au théâtre, des mots qui me posent problème, il existe aussi paradoxalement une expression, alors là, qui m'a toujours laissé perplexe. Intermittent du spectacle. Je comprends ce qu'elle désigne, administrativement parlant, le statut, mais combien d'artistes se définissent encore de la sorte ? L'expression protège un régime indispensable à la survie de milliers d'artistes, j'en conviens. Mais quel étrange nom pour définir son métier. Rien dans cette formule ne dit ce qu'est un acteur. Nous ne sommes tout de même pas intermittents de notre art. Nous ne cessons pas d'être comédiens lorsque la répétition s'achève ou que le rideau tombe. Le théâtre nous accompagne dans la rue, dans les livres, dans les rencontres, dans les silences, même aux toilettes. Pourquoi pas ? Nous lisons, nous observons, nous rêvons. Nous travaillons sans cesse parce qu'un rôle continue de mûrir bien après la représentation. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Et nous ne faisons d'ailleurs pas du spectacle. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire, au sens où ce mot est souvent entendu. Le spectacle appartient, selon moi, au public. Pour lui, c'est une soirée qui commence. Pour nous, elle est l'aboutissement provisoire d'un travail qui,
lui, ne s'interrompt jamais. Avant d'être au spectacle, avant d'être un spectacle, le théâtre est un art. Nous devons l'affirmer, en être à la hauteur. Avant d'être un divertissement, il est un service rendu à un auteur ou une autrice, à une langue, et finalement à ceux qui viennent écouter. Un sacerdoce, par exemple, pour certains, là aussi le mot est aujourd'hui presque suspect, il me paraît pourtant juste, si on le débarrasse de tout héroïsme. Le sacerdoce, ce n'est pas le sacrifice pour le sacrifice. C'est le choix libre de consacrer sa vie à quelque chose qui nous dépasse, quitte à s'en priver par respect ou par amour. Par exemple, Charles Dulin y consacra tout son argent. Il aurait facilement pu devenir une vedette adulée au cinéma, il préféra le théâtre, la transmission, et ce n'est pas Jean-Louis Barrault ni Antonin Artaud qui s'en plaindraient. Laurent Terzieff y consacra son exigence, tout dans son être, dans sa voix et dans son corps respirait la poésie et le théâtre. Tous deux firent du cinéma et aucun des deux ne s'y installa comme dans un accomplissement. Les planches demeurèrent leur véritable pays. Cette sorte de pays où l'on n'arrive jamais. Cette enfance, en somme. Comme pour paraphraser le roman d'André Dhôtel. Cette fidélité-là ne fait pas souvent la une des journaux, elle est pourtant le terreau de tout le reste. Alors, revenons à nos moutons. Le film nous montre donc une grande institution, la Comédie Française. Mais nous aurions tout autant pu entrevoir davantage ceux qui, partout en France, poursuivent le même travail dans des salles minuscules, dans des centres dramatiques, des théâtres de ville, des scènes conventionnées, des compagnies indépendantes, parfois devant quelques dizaines de spectateurs seulement. Ceux-là ne passeront peut-être jamais devant une caméra. Ils n'en servent pas moins Molière, Racine, Shakespeare ou Coltès, que sais-je, avec la même exigence. Ils rappellent une chose essentielle. Le théâtre ne vit pas seulement grâce à ses institutions. Il vit grâce à celles et ceux qui acceptent de lui consacrer leur temps, souvent leur confort, quelquefois leur carrière. Et c'est peut-être là que le film, malgré lui, m'a conduit. À ne plus me demander seulement ce qu'est la Comédie Française, mais à m'interroger sur ce qu'est encore aujourd'hui un comédien. Être un comédien. Alors, moi je vous pose la question, comme je me la pose, qu'est-ce que nous voulons encore transmettre ? Cette question dépasse désormais le film, j'en conviens. Elle touche à notre manière collective d'habiter le temps, de surseoir à notre époque. Au moment où j'écris ces lignes, les incendies ravagent des forêts françaises. Les responsables politiques se déplacent, et oui, et comme à leur habitude, c'est la communication, des promesses sur des promesses, et surtout, ne rien lâcher. Puis ils reprennent le cours de leurs fonctions pendant que les pompiers, les pilotes, les agriculteurs, les habitants et les familles continuent de lutter contre le feu. Je ne veux pas établir de parallèle trop facile entre une catastrophe et une œuvre de cinéma ou de théâtre. Néanmoins, ces événements rappellent une évidence. Notre époque sait admirablement répondre à l'urgence, du moins dans la communication, et souvent avec des fausses promesses. Et pour cette question des incendies, comme celle d'hier, les épidémies, on en doute. Mais notre époque peine davantage à prendre soin de ce qui demande plusieurs générations. Une forêt ne pousse pas au rythme d'un fil d'actualité. Eh bien, un théâtre non plus. La Comédie Française demeure un phare, mais un phare n'existe que parce qu'il y a tout un littoral derrière lui.
les centres dramatiques nationaux, les scènes conventionnées, les scènes nationales, les compagnies indépendantes, les écoles, les ateliers, les lycées, les collèges, les festivals, tous ces lieux où des artistes et même des amateurs, des passionnés travaillent souvent loin des caméras et des honneurs. Autre chose, les débats récents autour des subventions qui ont eu lieu là au Festival d'Avignon l'ont rappelé. On s'inquiète à juste titre lorsque des grandes institutions vacillent. Mais leur solidité dépend aussi de cette multitude de structures plus fragiles qui préparent en silence l'avenir du théâtre. La Comédie Française est une vitrine magnifique, certes. Encore faut-il ne pas oublier ce que nous pourrions nommer de ce qui, dans l'ombre, la rend possible. C'est ici que la réflexion sur le film rejoint une question plus large. En rapprochant la maison de Molière du spectateur, de la Comédie Française, accomplit un geste généreux. Il dit « Entrez, regardez, cette maison n'est pas interdite ». Jean Vilar aurait sans doute reconnu dans cette volonté d'ouverture quelque chose de son combat pour un théâtre populaire. Mais Vilar n'entendait pas par là un théâtre simplifié. Il voulait un théâtre capable d'accueillir tous les publics sans renoncer à son exigence. Cette idée rejoint celle qu'Antoine Vitez a rendue célèbre, un théâtre élitaire pour tous. Mais encore une fois, Vitez n'en était pas le propriétaire, mais le passeur. Et c'est peut-être là l'essentiel. Les grandes idées du théâtre ne s'inventent pas ex nihilo. Elles se transmettent de génération en génération, comme une flamme que chacun reçoit avant de la confier à d'autres. Être dépositaire plutôt que propriétaire. Cette leçon me paraît d'une actualité, pardonnez-moi du terme, brûlante. Elle éclaire aussi le contraste qui est frappant, par exemple, entre le film et un autre projet contemporain, qui se joue au même moment dans les salles de cinéma. Christopher Nolan entreprend de porter l'Odyssée à l'écran avec les moyens du grand spectacle moderne, non pour réduire Homère à notre mesure, mais pour conduire un public immense vers une œuvre vieille de 3 millénaires. Dans de la Comédie Française, eh bien, le mouvement est inverse. Dans un cas, on rapproche l'institution du spectateur. Dans l'autre, on invite le spectateur à grandir vers l'œuvre. Les deux gestes sont légitimes, mais ils ne produisent pas la même expérience. Et c'est peut-être là que le théâtre conserve quelque chose d'irremplaçable. Peter Brook, merci d'être encore là, rappelait qu'il suffit qu'un homme traverse un espace pendant qu'un autre le regarde pour que le théâtre commence. Et cette simplicité apparente cache une exigence immense. Rien ne peut être délégué à un écran, à un montage. Chaque représentation au théâtre est un présent absolu. Elle demande du temps, de l'attention, de la disponibilité et je dirais de la présence. Elle résiste par nature à la réduction et à l'accélération. Je repense alors à une phrase entendue un jour par un propriétaire forestier. Il plantait 2 cèdres près d'une clôture. Je lui fis remarquer qu'ils étaient trop proches de celle-ci et qu'il fallait penser à leur croissance future. Il me répondit simplement « On s'en fout, nous ne serons plus là pour les voir ». Et bien voilà, cette phrase me poursuit. Elle dit exactement l'inverse de ce qu'est une tradition. Planter un arbre, comme transmettre un rôle, monter un spectacle ou enseigner un texte, consiste précisément à travailler pour un temps que l'on ne verra pas. Ceux qui ont construit la Comédie Française ne jouaient pas pour nous, ils jouaient pour leurs contemporains. Pourtant, eh bien, leur travail nous atteint encore.
De même, les acteurs d'aujourd'hui ne savent pas quelles paroles, quels gestes, quels spectacles continueront de vivre après eux. Ils acceptent simplement d'en prendre soin pendant le temps qui leur est donné. Le théâtre n'est peut-être rien d'autre que cela. Un art qui accepte de ne pas récolter ce qu'il sème. C'est pourquoi je ne peux me résoudre à voir dans de la comédie française une simple comédie de l'été. Le film est drôle, populaire, efficace, il mérite son succès, j'en suis d'accord. Mais il a surtout, à mes yeux, le mérite plus rare d'avoir ouvert une conversation essentielle. Sinon, je vous l'accorde un monologue, et je vous demande pardon. En miniaturisant la maison de Molière jusqu'à la rendre familière, il nous oblige à nous demander ce qui, dans le théâtre, refuse encore d'être miniaturisé. La réponse n'est ni un bâtiment, ni une institution, ni même un répertoire. C'est une fidélité. La fidélité de ceux qui continuent à lire, à répéter, à douter et à transmettre. La fidélité de ceux qui savent que le rideau d'une première ne s'ouvre jamais sur un spectacle, mais sur la somme invisible d'un travail, d'une peur, d'une joie et d'un service rendu à une œuvre plus ancienne qu'eux, le plus souvent. Une société se reconnaît peut-être moins à ce qu'elle consomme qu'à ce qu'elle décide de transmettre. Nom de Dieu. Pardon, mais... Et j'en finirai en disant que le théâtre n'est pas inaccessible. Il est exigeant. Et cette exigence n'exclut personne. Elle invite chacun à faire un pas vers l'œuvre, comme l'œuvre fait un pas vers lui. Alors la question que me laisse finalement ce film n'est plus la comédie française tient-elle dans une poche, mais plutôt que voulons-nous encore mériter de transmettre à ceux qui viendront après nous? Et je me prends à espérer que tant qu'il restera des femmes et des hommes pour planter des cèdres qu'ils ne verront peut-être jamais grandir, il restera aussi des acteurs pour apprendre des vers qu'ils ne finiront jamais d'entendre, et des spectateurs pour venir un soir écouter les morts parler encore aux vivants.